petit trigger warning pour commencer le podcast. Donc, on va commencer cet épisode avec une petite mise en garde. Aujourd'hui, on parle de violence. Ça peut être un sujet qui est sensible. Donc, si à un moment, vous vous sentez mal à l'aise, n'hésitez pas à couper l'épisode, à revenir plus tard si vous en ressentez le besoin ou juste pas revenir. Vous êtes libre vraiment de faire ce qui est mieux pour vous. Et si jamais vous vous reconnaissez dans ce qu'on va aborder ou si vous vous posez des questions, sachez qu'il existe des ressources pour vous. Il existe des ressources en France et au Québec, donc tous les liens de ces ressources vont être en description. Et vous pouvez aussi aller sur le site pour avoir des infos discrètes et une sortie rapide si nécessaire, sosviolenceconjugale.ca au Québec. Et si certaines violences passaient inaperçues même sous vos yeux, bienvenue dans Le Grain, le podcast qui fait germer de nouvelles perspectives. Ici, on déconstruit les idées reçues, on bouscule les certitudes et on met la science au service d'une meilleure compréhension du monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet aussi essentiel que tabou, les violences physiques et sexuelles. Pourquoi certaines formes de violence restent-elles invisibilisées ? Comment se manifestent-elles dans les relations amoureuses et intimes ? Et surtout, pourquoi est-il si difficile d'en parler et d'être cru quand on est victime ? Dans un monde où les violences sont encore minimisées, où les clichés persistent et où la parole des victimes est trop souvent remise en doute, il est plus que temps de poser les bonnes questions. Pour rappel, toutes nos sources sont disponibles en description. Ce que vous entendez ici, c'est un point de départ, à vous d'oser creuser plus loin. Maintenant, place à la discussion. Bienvenue sur notre 3e épisode du podcast sur les violences sexuelles et physiques. On est vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ou si vous êtes nouvelles sur notre podcast, bienvenue. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet compliqué. Ouais, gros sujet. Ouais, gros sujet, pas vraiment le fun en vrai. Pas vraiment le fun, mais on va vraiment essayer d'en tirer le plus possible de tout ça. Avant de commencer, on va essayer de... Comme on parle de violence, on a souvent une image bien précise de c'est quoi les violences dans notre tête. Par contre, on va essayer un petit peu de différencier les différents types de violences pour essayer d'identifier c'est quoi. C'est des choses qui peuvent s'intermélanger aussi. Donc, des fois, c'est difficile de comprendre c'est quel type de violence que je peux vivre ou que je peux voir. Ouais. Donc, voilà. Donc, on va les exposer une par une, puis on va commencer par la violence physique. Quand on parle de violence physique, c'est tout ce qui fait mal au corps, donc que ce soit par des coups, des brûlures ou même plus grave. Ici, le but de cette violence, ça va être de souvent contrôler l'autre en infligeant de la douleur physique. Oui. On a aussi les violences verbales. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, quand les mots, ils blessent, ils font mal. C'est des insultes, des critiques, des moqueries. Ça peut être en privé comme en public. Ça peut être, par exemple, tu dis à quelqu'un « t'es nul tu feras jamais rien de bien ». C'est vraiment des paroles qui sont là pour rabaisser et dévaloriser l'autre. On parlera aussi de violence psychologique. Ça, c'est tout ce qui touche plutôt à l'estime de soi, à l'identité de la personne. C'est pas toujours visible, mais ça peut être tout aussi destructeur. Oui. Ouais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de marque qu'on ne le voit pas que c'est pas destructeur. C'est des comportements qui visent à dénigrer l'autre, comme dire tu vaux rien, ou minimiser constamment ce qu'il ou elle fait. Et ça, c'est très insidieux, un peu en soum-soum, sous le tapis, quoi. Oui, c'est ça. Il y a aussi les violences sexuelles. Ça inclut tout acte sexuel imposé contre la volonté de l'autre. Ça peut être par contrainte, par menace. C'est souvent dans une situation d'inégalité de pouvoir. Ça peut être un viol, du harcèlement sexuel ou même un acte touchement sexuel non consenti. Ouais. Et dernière violence, la violence socio-économique. Ici, on parle de contrôle par l'argent, par des ressources, souvent pour priver l'autre de son autonomie, par exemple empêcher quelqu'un d'accéder à son argent ou encore de prendre des décisions financières qui sont importantes sans consultation. Ouais. Donc voilà, donc toutes ces violences, elles s'entremêlent souvent et c'est ce qui peut rendre leur compréhension vraiment plus complexe, comme tu l'as dit. C'est pourquoi aujourd'hui, on va s'attarder que sur 2 d'entre elles. Donc ça sera la violence physique et la violence sexuelle. Et comme d'habitude, toujours le même fil conducteur, déconstruire des idées reçues. Oui. Et puis vraiment, s'il y a des choses qu'on n'aborde pas sur les violences physiques et sexuelles que vous auriez aimé qu'on aborde, n'hésitez pas de le dire en commentaire. C'est vraiment des gros sujets. Il fallait vraiment choisir celles qui nous paraissaient vraiment pertinentes d'aborder, mais vraiment, il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez.
Ouais. Et de toute façon, on traitera les autres types de violences dans les prochains podcasts. Exact. Idée reçue numéro 1, il n'y a pas de violence conjugale chez les femmes lesbiennes. Gros mythe. Gros mythe, ça commence très fort. Ça commence fort, j'ai déjà dit la réponse. Oui, merde. Ben, en fait, déjà, pour commencer, c'est quoi la violence conjugale? C'est vraiment toute forme de violence, que ça soit physique, psychologique, sexuelle, verbale, économique, au sein d'un couple ou d'une ancienne relation. Ouais, et ça, du coup, c'est un mythe parce que la violence conjugale, elle touche toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Ouais. Et les personnes en couple de même sexe, qu'elles soient lesbiennes, gays ou bisexuelles, elles sont également confrontées à cette réalité. Voilà, les violences conjugales, ça ne s'arrête pas à la barrière de l'hétérosexualité. Et d'ailleurs, il y a une enquête québécoise qui a révélé que les jeunes LGBTQ+, ils étaient surreprésentés parmi les victimes de violences sexuelles et conjugales. Et du coup, c'est un phénomène qui reste souvent ignoré, mais qui existe bel et bien. Oui, en effet. Donc, c'est vraiment une violence qui peut être minimisée, je pense. Parce que, notamment dans les relations entre femmes, et pourquoi ça? Parce que, bon, malheureusement, la société elle a des attentes assez spécifiques en fonction du sexe ou du genre d'une personne, comme on en parlait dans les autres podcasts, des stéréotypes de genre. Donc, en fonction du genre, par exemple, les hommes, on va souvent penser qu'ils vont être plus violents ou ça va paraître plus naturel d'être violent chez un homme. Ouais, et puis de dire que tout de suite, c'est à cause de l'homme là qu'il y a des violences. Exact. Alors que, par exemple, chez la femme, c'est un comportement, entre parenthèses, qui est inattendu. D'être violente chez une femme, c'est pas quelque chose qui fait partie des stéréotypes de genre. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Donc, la violence est souvent sous-estimée, puis on s'attend à ce que les femmes elles soient non-violentes, maternelles, douces. Puis c'est vraiment cette perception-là, ce stéréotype de genre qui rend difficile l'identification et la reconnaissance de la violence dans les relations lesbiennes. Ouais, puis c'est aussi difficile de dénoncer la violence dans un couple de même sexe parce que, en fait, ça prend en compte plusieurs choses, dont le fait de faire son coming out et de dire ouvertement déjà, voilà, je suis avec une femme et en plus, je subis des violences. Oui, ça implique de devoir exposer son orientation sexuelle et si t'as pas envie, déjà, faut parler de ce que la personne vit, puis après ça, il faut faire un coming out. C'est pas toujours évident. Ouais. Ça peut être un double fardeau pour les victimes. Ah, vraiment? Puis oui, les personnes aussi, elles peuvent redouter que leur situation peut être non seulement minimisée, mais aussi que leur identité, elle peut être jugée ou mal interprétée par le personnel aidant qui reçoit la plainte de la violence. Et ce manque de compréhension et de formation, ça peut aussi entraîner l'invalidation de leur expérience en les plaçant dans une position plutôt de vulnérabilité qui s'ajoute encore plus au fardeau des violences. Exact. Idée reçue numéro 2, les victimes ne sont jamais responsables de la violence sexuelle qu'elles ont vécue. Petite mise en situation qui parlerait à 99,9% de la situation, de la population pardon. Ok, imaginez, vous êtes à une soirée et tout avec vos potes, et en fait, une de vos amies, elle arrive avec une robe ou une jupe qui est vraiment assez courte. Et elle, classique, elle fait sa soirée, elle boit un verre, elle parle avec quelqu'un qui lui plaît. Voilà, rien d'extraordinaire, quoi, basique. Et pourtant, si quelque chose lui arrivait ce soir-là, combien de personnes pourraient dire elle l'a un peu cherché, en même temps avec sa tenue, elle savait ce qu'elle faisait. Horrible, en vrai. Un vrai dégueulasse. Oui, puis ce genre de réflexion-là, je pense que c'est vraiment plus ancré dans les esprits des gens qu'on pense. Le nombre de fois qu'on entend ce genre de commentaires. Vraiment? C'est juste horrible. Je pense que c'est vraiment minimiser le nombre de fois on entend ça. Ouais, c'est juste vraiment horrible. Puis ça insinue que comme si certains comportements, ça envoyait un message. Ouais. Comme si une tenue, une attitude ou un sourire, c'était une invitation au viol ou à une agression. Faut dire les termes parce que ces phrases-là, ça insinue clairement ce genre de choses. Ouais, puis c'est comme si un peu on déplaçait la responsabilité de l'agresseur sur l'agressé. Exact. On déplace oui. L'agression, c'est de la faute de la personne qui se fait agresser. Ouais. Non, c'est horrible. Mais il est vraiment crucial de se rappeler une chose, c'est que jamais personne, mais vraiment personne, demande à subir de la violence sexuelle ou tout type de violence. Ouais. Donc... Ouais. Puis peu importe le contexte, peu importe la manière dont une personne choisit de s'habiller, ou même de se comporter, ou les interactions qu'elle décide d'avoir avec les autres,
Par exemple, faire de l'autostop, sortir le soir, consommer de l'alcool et des drogues, s'habiller d'une manière séduisante, vouloir une relation avec un individu ou l'accompagner à son domicile. À aucun moment, aucun de ces comportements, ça peut être considéré comme une provocation. Ouais, mais ça, c'est... Ouais. C'est des comportements qui justifient en rien une agression. En fait, il n'y a rien qui justifie une agression. Non. Une agression, c'est une violence, puis personne ne mérite de vivre de la violence. Ouais. Vraiment. C'est juste ça, point. C'est horrible. Moi, je trouve vraiment entendre ce genre de commentaires, c'est... Ah ouais. Est-ce qu'on... Tu sais, c'est... Quand on dit ce genre de commentaires, je pense qu'on se met pas à la place de la victime qui a vécu une violence, quelconque la violence. Vraiment, c'est minimiser sa situation, son expérience, tout ce qu'elle peut ressentir. Je pense que tant que tu vis pas une violence, tu comprends pas à quel point ça a un impact sur toi. C'est tellement traumatisant. En fait, c'est tellement traumatisant. Oui. Même un truc que vous pouvez penser, genre c'est de la merde, vous faites du mal à personne, ou je sais pas, ou vous minimisez ce qui se passe. Mais en vrai, ça engendre tellement des traumatismes profonds. Idée reçue numéro 3, des personnes portent plainte sans raison. C'est vraiment toutes des belles idées reçues. C'est super qu'on en parle parce que, d'ailleurs, c'est un mythe. C'est vraiment une idée reçue qui, malheureusement, ça nuit à la reconnaissance de la souffrance des victimes. Parce qu'en réalité, il y a seulement une agression sur 20 qui est portée à l'attention des policiers, qui fait l'objet d'une plainte, selon Statistique Canada. Une agression sur 20. Juste ça doit résonner dans notre esprit, je sais pas, juste 20 agressions, je trouve ça énorme. Oui, non, c'est ça. Je sais pas, oh là là. Oui, donc... comment ça, il y a des agressions? C'est fou, ça. Ouais. C'est ça, le point de départ. Pourquoi il y a des gens qui agressent? C'est malade. Oui. Puis ça signifie que la majorité des victimes, elles décident de ne pas porter plainte. Puis ça peut être causé par... le fait de craindre de ne pas être cru ou de revivre le traumatisme. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont une absence de souvenirs, parce que, je sais pas, ils ont consommé de la drogue, l'alcool, ou même juste parce que le traumatisme fait qu'on a plus de... qu'on oublie des trucs, mais c'est pas parce qu'on oublie des détails qu'on n'a pas vécu une agression. Oui, exact. C'est exactement ça. Mais ça, c'est vrai, hein, mais je pense que... Il y a beaucoup de gens qui pensent « comme tu t'en rappelles pas exactement de chaque détail, c'était pas une agression. » Mais non, c'est super stressant, tu sais. C'est comme si on devait connaître l'agresseur, le nom, l'adresse. En vrai, quand t'es mis dans une situation de détresse comme ça, forcément, tu vas oublier des détails, forcément. Puis tu sais, chaque personne réagit différemment. Par exemple, moi, je sais que si je vivais une situation comme ça, clairement, je me rappellerais de rien. Je pense que mon cerveau, il ferait juste un filtre. Il décide que ça, c'est à cacher, et il serait bien caché dans mon esprit, je pourrais pas du tout m'en rappeler. Alors qu'il y a d'autres personnes qui se rappellent des détails, mais ça, c'est propre à chacun, tu sais. Puis ça s'ajoute à une autre réalité dans le fait de porter plainte, c'est que beaucoup de personnes, de victimes, peuvent hésiter à porter plainte, pas par absence de preuves, mais aussi par peur des conséquences que ça peut engendrer, porter plainte. Mais tu sais, quand je m'étais fait agresser physiquement, j'en avais parlé avec ma mère et tout, puis elle m'avait dit oui, mais tu sais, si tu portes plainte et tout, j'ai pas envie qu'il y ait des conséquences derrière. Mais en vrai, je la comprends parce que tu te dis ok, tu vas porter plainte. Déjà, moi, je me sentais pas légitime parce que je me suis dit, je sais pas, on m'a pas battu à mort, donc j'ai pas saigné, c'est que je suis pas legit d'aller porter plainte, c'est nul, il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves. Et en fait, d'ailleurs, j'ai super bien fait pour un truc de pas de merde, parce que moi, ça m'a traumatisé, mais j'ai super bien fait parce qu'en fait, c'était pas arrivé qu'à moi. Et le fait que c'était pas arrivé que à moi dans les mêmes circonstances, tu vois, le policier s'est dit ah ouais, ok, il se passe quelque chose, faut peut-être qu'on enquête un peu. Bon, après, voilà, ce qui est chiant aussi avec la police en France de manière générale, c'est que ça prend du temps, puis que des réponses, on peut pas en avoir maintenant. Oui, non, c'est vrai. Mais déjà, dans ce que tu dis, c'est que déjà, il faut pas minimiser sa situation, son vécu. C'est pas parce que ça a l'air moins pire, entre guillemets, je le dis vraiment parce qu'il y a rien qui est moins pire. Il y a toujours moins pire et toujours plus grave. C'est ça. C'est pas parce que tu as l'impression que c'est moins pire que dans ton processus interne, ça serait pas bénéfique pour toi ou pas d'aller porter plainte. Il faut vraiment penser à ça dans cette situation-là. Et que oui, on peut avoir peur de l'influence sociale que ça a de porter plainte, du regard des autres, dans le fait de dénoncer les faits. Mais c'est vraiment un processus personnel. Le fait de porter plainte ou non, c'est vraiment personnel, tu sais. Ouais. Puis c'est pas à nous, en dehors de la situation, de juger pourquoi une personne porte plainte.
ouais, chacun est expert de son propre vécu, comme on dit toujours. Mm. Et on n'est pas là pour invalider l'expérience. L'expérience. Et si ça vous fait du bien d'aller porter plainte ou si ça peut vous aider à avancer, ben, Exact. allez porter plainte, n'hésitez pas, quoi. Exact. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que toutes vos situations sont valides. Mhm. Toutes les violences que vous vivez, les situations sont valides. Et puis, je pense que le plus important, c'est d'aller chercher du support de ses proches, Ouais. des gens qu'on sait qui vont nous soutenir. Puis après, le processus de la plainte ou pas, ça se fera en fonction de Mhm. votre parcours personnel. C'est ça, le plus important, c'est de s'écouter et de valider ce qu'on vit. C'est ça. Idée reçue numéro 4. C'était mon ou ma conjointe. Ce n'était pas vraiment une agression sexuelle. En vrai, déjà, je trouve la phrase horrible. Ouais. Mais c'est un gros mythe. Ouais. C'est un gros mythe parce que C'est c'est horrible. faux. J'ai dit la réponse directe, mais c'est un super gros mythe. Parce que quand on parle d'agression sexuelle, bon, on pense souvent à un inconnu dans une ruelle sombre qui nous saute dessus, qui nous agresse. Tu vois, Ah c'est ouais. genre le gros cliché. cliché. Alors que Oh là là. pourtant, dans la majorité des agressions qui sont... la majorité des agressions sont commises par une personne qui est connue de la victime. Dans 61% des cas, Ouais. l'agresseur fait partie de l'entourage de la victime et dans 28% des cas, il s'agit du partenaire ou de l'ex-partenaire de la victime. Ah ouais, c'est fou. Hein. Une agression sur 2, tu connais ton agresseur. Ben même plus, Ouais, un petit peu plus. 61%. Ouais. Puis être en couple ou avoir partagé des moments intimes, ça donne pas automatiquement le droit sur le corps de l'autre. Ouais. D'ailleurs, il y a une trend en ce moment sur TikTok et je sais plus c'est quoi la musique. Et en gros, c'est avec un hashtag. Et puis tu sais, les gens ils dénoncent un peu des agressions. Ah ouais? En mode, il y avait des trucs genre, ouais, il m'a mis un doigt pendant que je dormais ou des trucs comme ça. En vrai, c'est super grave. Ouais. Ou c'était, il m'a pris en photo nu pendant que je dormais. Je trouve ça vraiment, vraiment triste parce que c'est une agression. C'est une agression, point. Ouais. C'est une agression sexuelle. Bah oui, Puis quand ça, il n'y a faut pas vraiment- consentement, il n'y a pas consentement. Exact. Il faut Quoi. vraiment se l'entrer dans notre tête. Puis je pense que quand on n'est pas conscient de qu'est-ce qui est une agression, qu'est-ce qui n'est pas une agression, quand on vit des choses comme ça, on a peut-être tendance à minimiser puis à se dire non, en vrai, c'est ma partenaire, c'est pas Ouais. grave. Mais non, on répète, quand tu es en couple ou quand tu es en relation, de n'importe quelle relation avec quelqu'un ou quand tu couches avec quelqu'un, ça ne donne pas le droit de ton corps à l'autre. Mhm. Ton corps, ça reste ton corps. C'est hyper important. Et puis le consentement, c'est jamais acquis. Qu'on soit en couple ou non d'ailleurs. Exact. Et c'est même par exemple, si vous commencez un acte, si vous le voulez plus, ben c'est juste non, quoi. Ben d'ailleurs, on peut définir exactement c'est quoi le consentement parce que je pense que Oui. c'est toujours important de revoir c'est quoi le consentement parce que ça n'a pas l'air acquis pour tout le monde. Mhm. Donc, d'un point de vue légal, le consentement, c'est le fait de consentir, de dire clairement oui à une relation sexuelle, mais ce oui, il doit être libre et éclairé. Mhm. Donc, ça veut dire quoi, un oui libre et éclairé? Ça veut dire que si quelqu'un vous force, vous menace, vous fait du chantage ou profite de vous sous l'effet de la drogue, de l'alcool ou des médicaments, ce n'est plus du consentement, c'est une violence sexuelle. Donc, par exemple, je suis avec ma partenaire, on commence à entamer une relation intime, un moment intime, et en plein milieu de la relation, je me sens plus à l'aise. J'ai le droit de dire non, et j'ai le droit d'arrêter mon consentement en plein milieu, Ouais. n'importe quand. C'est mon droit, c'est mon corps. Et surtout, je pense que ça fait partie des parties du consentement que c'est pas tout le monde qui comprend. Le silence, c'est pas un oui. Mhm. Je pense que je vais le répéter. Le silence, c'est pas un oui. Et pas dire non, ça veut pas dire qu'on est d'accord. Exact. Ouais. En vrai, ça a l'air la base, mais je pense que c'est pas la base pour tout le monde. Non, vraiment pas. Et regardez la vidéo de la tasse de thé. Tu sais que tu m'avais Oui. montré. Tapez genre consentement tasse de thé. Ouais. Je pense que c'est pour les enfants qu'on apprend ça ou quelque chose comme ça. Ben, C'est hyper vulgarisé, mais c'est hyper pertinent. Moi, j'adore ça. oui, parce que c'est vraiment des trucs hyper concrets. Tu comprends Ouais. direct c'est quoi le Ouais, consentement. ouais, ouais. Je pense que nous, on avait vu ça au secondaire. Genre, un prof nous avait montré ça parce que oui, faut comprendre. Tu sais, on dit le consentement, mais il faut vraiment être conscient de c'est quoi exactement. Bah oui. Donc voilà. Et oui, puis parfois, dire oui ou non, bah, ça peut être compliqué parce Ouais. que on hésite, on a peur de vexer l'autre, on a peur d'être rejeté, on se sent gêné. Et même si c'est difficile d'exprimer son choix, ben, le consentement, il doit toujours être respecté.
Et si vous avez besoin d'aide pour apprendre à s'affirmer dans une relation, il y a le site Question Sexualité qui propose des conseils concrets pour refuser une relation ou une pratique sexuelle. Du coup, le lien sera disponible sous la vidéo. Ouais. Pourquoi le consentement, c'est essentiel ? Pour tout. Pour tout. C'est comme la base. Ouais, c'est ça. Du coup, l'objectif, c'est une sexualité respectueuse et épanouie. Ouais. Une relation où chacun a envie et le fait savoir. Parce que si une personne accepte à contre-cœur pour faire plaisir à l'autre, ou par peur de vexer, c'est plus un échange, mais c'est une prise de pouvoir sur l'autre. C'est hyper important. Cette partie est super importante, j'ai en train de me rendre compte. J'ai envie qu'on répète, parce que c'est hyper important. Tous les jours, on bombardera de ce passage-là. Mais non, mais oui, dans le fond, une relation sexuelle, c'est un échange entre deux personnes. C'est censé être un échange à type égalitaire. Ouais. Et oui, quand on ne consentit pas, c'est vraiment rendu une prise de pouvoir. C'est ça. Ouais, je pense qu'on minimise ça, d'ailleurs. Ouais, parce que, en vrai, j'ai l'impression que, moi, par exemple, mes parents, par exemple, je sais que ma mère, elle nous a toujours conscientisés sur ces questions-là, de vraiment le respect de l'autre, attendre que l'autre nous fasse un signe que oui, tout est OK, peu importe dans les situations, pas juste sexuelles, tu sais, vraiment dans toutes les situations. Donc, je pense que dès notre plus jeune âge, dans ma famille, on a vraiment été conscientisés à ça. Mais j'ai l'impression que si tes parents ou ton environnement le fait pas, c'est normal que tu comprennes pas trop c'est quoi le consentement. Oui, parce que du coup, ça veut dire que sûrement les parents attendent que tu vois ça à l'école. Peut-être. Puis, Là, c'est une grosse question qui entre en jeu sur l'éducation sexuelle dans le milieu scolaire. On voit à quel point ça fait déjà débat d'apprendre le consentement aux enfants comme si c'était pas légitime de savoir ce que c'était. Déjà, moi, ça me fait penser à une histoire, je t'ai déjà racontée d'ailleurs, mais je travaillais dans le périscolaire avec des enfants de moins de 4 ans, par exemple. C'est un exemple pour dire comme quoi le consentement, c'est pas juste lié à... au sexe? Au sexe. OK. Par exemple, moi, j'avais un groupe de moins de 4 ans et puis, ils adoraient, exemple, se faire des câlins ou, tu sais, c'est genre, je sais pas, ils adoraient genre se montrer qu'ils s'appréciaient, mais genre vraiment fort. Mais ils étaient trop mignons. Mais ils demandaient pas, par exemple, s'ils pouvaient faire un câlin à l'autre. Et un jour, j'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a un petit qui a forcé une petite fille, genre, à lui faire un bisou, tu sais. Genre, vraiment, il l'a prise par... Il l'a pris, puis vraiment, il lui a fait un bisou. Et tu sais, je me suis dit, l'intention, elle était pas mauvaise parce que je pense que le petit, d'ailleurs, si elle avait été une petite, c'était la même chose. Donc, le petit, je pense qu'il avait juste envie de lui montrer comment il appréciait l'autre personne, mais il l'a pas fait de la bonne façon. Donc là, je me suis dit, oh my God, mais ils savent peut-être pas c'est quoi le consentement, en fait. Ouais. Ben oui. Donc, je me suis mis à leur expliquer que s'ils avaient envie de toucher un copain ou une copine, de lui faire un câlin ou de lui faire un bisou, il faut le demander à l'autre. Et mais après, d'ailleurs, il a pas... il lui demandait, non? Oui. Ça, c'était trop drôle parce que par la suite, il y avait des petits qui me disaient « Oui, j'ai demandé à telle personne, elle m'a dit oui, j'ai fait un câlin. » Ou parfois, ils revenaient me voir et me disaient « Telle personne me fait un câlin, mais il m'a pas demandé, j'ai pas dit oui. » Et j'ai dit « qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? » Oui, mais ça, moi, je pensais pas qu'il fallait le dire aux enfants, mais oui, il faut le dire aux enfants. Mais c'est la base. C'est la base du consentement qui vient par la suite. Le consentement dans le sexe, c'est ça, les prémices. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le consentement, c'est la base d'une relation saine. Oui. Ne pas dire oui, ne pas dire non, pardon, ça veut pas dire oui. Exact. C'est de la responsabilité de celui ou celle qui initie un rapport sexuel de toujours vérifier le consentement de l'autre. Oui. Ça, d'ailleurs, dans n'importe quelle situation. Il ne faut pas insister ou manipuler quelqu'un pour obtenir une relation sexuelle. Et une relation sexuelle sans consentement, c'est une violence sexuelle. Ouais. Voilà. Et être en couple, ça n'exempte pas du respect, parce qu'une relation, quelle qu'elle soit, ne donne jamais le droit de disposer du corps de l'autre. Et d'ailleurs, le truc sur le devoir conjugal, blablabla, on va le revoir. C'est des bullshit. On va le revoir. D'ailleurs, idée reçue numéro 5, on est vraiment j'avais pas vu que c'est juste après. On est dans le concret. Ah oui, idée reçue numéro 5, dans un couple, on doit toujours répondre aux envies de l'autre. Et ouais. Bon, devoir conjugal, c'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend souvent dire que dans un mariage, il faut absolument répondre aux attentes de son conjoint ou de sa conjointe en matière de sexualité. Mais ça, c'est un mythe, parce qu'en réalité, personne, qu'il soit marié ou non, ne peut être forcé d'avoir des relations sexuelles contre sa volonté. Donc voilà, donc encore une fois, même dans une relation maritale, le consentement, il doit toujours être libre et éclairé, peu importe la situation ou la relation. Oui, donc oui, c'est ça, le fait d'être marié,
ça ne signifie pas qu'on doit obligatoirement avoir des rapports sexuels avec son conjoint ou sa conjointe. Bah oui, parce que c'est illégal d'imposer un rapport sexuel, même dans une relation, dans un mariage, ou même avec un inconnu ou je sais pas quoi, là. Oui, puis imposer un acte sexuel, c'est une violence sexuelle. Donc, il faut vraiment dire les termes. C'est littéralement ça. Et oui, du coup, le concept du devoir conjugal, bah, ça repose sur une idée qui est fausse et qui est dangereuse, parce que ça a été démystifié par la loi, d'ailleurs. Imposer un acte sexuel à son ou sa partenaire contre son gré, bah, c'est un viol. C'est un crime qui est puni par la loi. Eh oui. Donc, si l'acte sexuel y est obtenu par contrainte, on dit par exemple des violences physiques, de la menace, une pression psychologique ou une surprise. Oh my God. Je pense que... Mais en vrai, j'en rigole dans ma tête, mais je pense que c'est important qu'on en parle parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Puis je comprends que ça peut ne pas être évident quand on ne sait pas. Par surprise, tu disais l'exemple tout à l'heure de il m'a mis des doigts pendant que je dormais ou elle m'a mis des doigts pendant que je dormais. En mode je pensais que ça allait l'exciter ou je sais pas quoi. Oh. Mais ça, c'est une surprise qui est peut-être pas qui était peut-être pas voulue. Ouais, et puis pas consentie, quoi. Donc je pense que dans cette situation-là, si par exemple, là je dis un conseil personnel, mais si par exemple vous aimez l'effet de surprise dans une relation, je pense que c'est important de s'en parler avant de faire un acte de surprise. Ouais. Et peut-être que la personne vous dit moi j'aime bien quand c'est la surprise et que l'autre personne dit ok moi aussi j'aime ça, et si jamais il y a un acte de surprise qui arrive, de s'assurer du consentement tout au long de l'acte aussi. Oui, parce que c'est pas parce qu'on t'a dit j'aime les surprises que le lundi 29 tu vas aimer la surprise, quoi. Exact, ça se peut qu'à ce moment-là t'as pas envie et c'est ok. Ouais. Je pense oui, puis c'est aussi à l'autre tu sais de gérer sa frustration. Voilà, parce que mais je pense que ça, c'est une grosse question parce que le fait de... Par exemple, tu es dans un couple ou tu es dans un mariage, même le fait de dire non, ça veut pas dire que tu désires pas l'autre. Ça peut vraiment... Faut pas le prendre personnel. Ouais. Ça, je pense que c'est très compliqué. Oui, je pense que c'est compliqué. Puis c'est juste le fait de se dire, peut-être que ma partenaire, elle a pas envie en ce moment parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Par exemple, la personne est stressée, elle a plein de choses à faire, elle a la tête ailleurs, elle se sent pas trop bien dans son corps en ce moment. Tu sais, ça peut vraiment être multifactoriel. Ouais. Donc, voilà. Ça veut pas dire que c'est de ta faute, que c'est toi le problème, quoi. Exact. Donc, oui, si je reviens sur... on a un peu divagué, mais oui, si l'acte sexuel est obtenu par la contrainte, il ne s'agit pas de consentement, mais bien d'une violence sexuelle. Puis ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut inclure des actes de pénétration, qui soient vaginaux, anaux... Buccaux. Anneaux, ça m'a fait... Anneaux buccaux, ou même à l'aide d'un doigt ou d'un objet, quoi. Ouais. Donc, petit fait, pour que tout le monde soit au courant, si l'agresseur est en couple avec la victime, cela constitue une circonstance aggravante aux yeux de la loi. Donc, la peine maximale est mise en vigueur et ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Ça pourrait être quoi la différence entre agression sexuelle et viol? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent ces mots-là, mais même moi, quand je faisais la recherche pour le podcast, j'avais de la difficulté à différencier les deux. Donc, on va en parler de ça. Alors, quand on parle de viol, ça se définit comme tout acte de pénétration sexuelle réalisé sans le consentement de l'autre, par la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. C'est un crime qui est puni sévèrement par la loi, à savoir qu'un cunilingus est une fellation, c'est un viol. Et l'agression sexuelle, quant à elle, elle est plus large et ça inclut tous les actes sexuels non consentis, qui soient avec ou sans pénétration, et qui incluent des attouchements, des tentatives de pénétration ou encore des actes d'exhibition forcée, comme par exemple des baisers forcés ou inciter la personne à se toucher, etc. Oui, ou par exemple obliger la personne à regarder une vidéo de porno, c'est une agression sexuelle. Ouais. Idée reçue numéro 6, un garçon ou un homme agressé par un homme deviendra gay. Franchement, c'est trop des bons mythes. Je suis vraiment contente qu'on aborde ces sujets. Oui, c'est un mythe. Dans le fond, c'est une idée qu'on peut voir souvent dans les films. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a fait penser à ça, ce mythe-là. En fait, c'est complètement erroné. C'est par exemple, on peut s'imaginer un jeune garçon qui est victime d'agression sexuelle dans son enfance ou peu importe dans son adolescence ou dans sa vie adulte.
et que plus tard, cette personne-là, ben, elle va devenir gay à cause de son agression sexuelle. Ah ouais. Je sais pas si t'as déjà vu ça dans les films. Ben, ça me dit trop rien. Après, si on regarde pas le même genre de Oui. film. Ben, en fait, c'est que oui, ce genre de choses-là, c'est un mythe. Parce que ça supposerait que devenir homosexuel, c'est à cause d'une expérience traumatisante. Ouais, ou sexuel même. Voilà. Ouais. Donc, c'est un lien qui est vraiment erroné, c'est infondé. Ouais, d'ailleurs, on en a parlé dans notre dernier podcast. Une relation sexuelle avec quelqu'un du même genre, ça vous fait pas devenir homosexuel. Parce que les actes sexuels, ils sont différents De l'orientation sexuelle, c'est ça. Ouais. Donc oui, comme on disait, l'orientation sexuelle d'une personne, c'est pas défini par une expérience traumatisante ou une agression. L'agression sexuelle, c'est vraiment un acte de violence, de contrôle, de pouvoir, et c'est pas un événement qui transforme quelqu'un en une autre orientation sexuelle. Je pense que c'est vraiment important. Donc oui, comme tu disais, l'orientation sexuelle, ça fait partie de l'identité vraiment très profonde de chaque personne. Puis les conséquences de ce genre de réflexion, ben c'est assez grave parce que ce mythe, ben, il s'arrête pas là. Quand on véhicule ce genre de pensée, on crée un environnement où les hommes victimes d'agressions sexuelles, ils se sentent honteux et jugés. Ils peuvent avoir peur d'être stigmatisés s'ils sont victimes d'agressions sexuelles. Ils se reconnaissent en tant qu'hommes. Ça peut les empêcher aussi de parler de ce qu'ils vivent, de demander de l'aide ou de dénoncer les abus. Ouais, ça renforce encore plus le silence autour de la souffrance des hommes. Oui. Et ça peut aussi les empêcher de chercher le soutien dont ils ont besoin. Ouais. Voilà, donc en plus de fausser la réalité des victimes, ben, cette idée, elle perpétue l'homophobie en suggérant que l'homosexualité, c'est une conséquence d'un traumatisme, ce qui est faux. Et voilà, l'homosexualité, encore une fois, c'est une orientation sexuelle qui ne résulte en rien d'une agression. Mais moi, ça me fait trop de la veine, ce mythe, je pense. Parce que, en vrai, c'est trop triste, tu sais, d'avoir, d'être... Déjà que tu subis une violence sexuelle, déjà tu subis une violence, point. Tu peux ressentir de la honte, peu importe si c'est par une personne de même sexe ou de sexe opposé. Ben là, il faut que tu aies à vivre avec ce genre de stigmatisation et ce genre de préjugés. C'est hyper lourd, tu sais. Ouais, j'avoue. Putain, la vie, c'est dur. Hein. Oui. Idée reçue numéro 7. On peut justifier des comportements violents en disant qu'on a perdu le contrôle. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à des situations où par exemple, je sais pas, il y a une dispute qui s'escalade, qui devient vraiment intense. Et puis, il y a l'un des deux partenaires qui se laisse emporter par la colère. Et puis, dans un moment d'égarement, tu sais, le ton se lève ou on franchit une limite physique. Ben, après coup, c'est sûr que la personne elle va se sentir coupable et qu'elle explique que c'était pas intentionnel, qu'elle a perdu le contrôle. Mais en fait, ce genre d'explication, bien que ça pourrait paraître plausible et compréhensible, ça repose sur une idée qui est fausse. C'est un mythe parce que la violence dans une relation, c'est jamais le résultat d'une perte de contrôle. C'est important de le dire. C'est vraiment important de le dire. En réalité, c'est souvent un moyen d'imposer sa volonté, de dominer l'autre et d'affirmer son pouvoir. Une violence, c'est ça. Ouais. Puis en plus, c'est vrai que quand on pense à la violence, on imagine souvent des situations qui sont extrêmes, mais en fait, même des gestes ou des paroles qui semblent accidentelles, ça peut être une forme de violence. Et si elles sont utilisées pour manipuler ou intimider l'autre, ça reste une forme de violence. Et puis, perdre le contrôle, c'est pas une excuse pour justifier une violence. Ouais, c'est malheureux, mais ce n'est pas une excuse. Ouais, puis en plus, c'est possible d'éviter des situations qui sont dramatiques comme celle-ci. La clé, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et à résoudre les conflits de manière respectueuse. Donc, chaque personne dans une relation doit être capable de développer des stratégies pour exprimer ses émotions sans recourir à la violence. Et ça passe par une meilleure compréhension de soi, de ses déclencheurs émotionnels et aussi des outils pour désamorcer toutes les tensions. Ouais. Voilà. Et ça, je pense que c'est comme dans toutes les relations. C'est un beau paragraphe, ce qu'on vient de dire, mais c'est vraiment difficile, je pense, pour les personnes qui peuvent vivre des difficultés dans le fait d'apprendre à gérer ses émotions. C'est difficile d'aller chercher de l'aide, je pense, que les gens, c'est pas tout le monde qui va chercher de l'aide quand ils ont des difficultés comme ça. Puis c'est souvent ce qui peut mener à des violences physiques beaucoup plus graves.
Mhm. Donc, je pense que l'important à retenir de ça, c'est si vous avez des difficultés ou si vous connaissez des gens qui ont des difficultés, c'est peut-être pertinent d'aborder le fait de se faire aider par un professionnel pour apprendre à gérer ses émotions et pas avoir à recourir à la violence. Ouais. Parce que la violence, ça laisse des traces sur la personne qui en subit et ça peut même laisser des traces sur la personne Qui en fait. qui fait de la violence. Vraiment, c'est ça. Ouais. C'est un acte qui laisse des traces partout. Ouais, et puis le respect et l'empathie, bah, ça doit quand même être au cœur des relations. Oui, C'est important aussi d'être en couple avec quelqu'un avec qui on peut beaucoup communiquer sur ce qu'on ressent ouais. et comment gérer tout ça au mieux. Et d'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre ou gérer vos désaccords de manière constructive, on peut vous inviter à consulter le site Étincelle, qui sera en description. Ça propose des ressources sur la gestion des conflits dans un couple. Voilà. Ouais, hyper important. Ouais, Parler, vraiment. communiquer. Mhm. Je pense qu'on a toujours du travail à faire sur nous. Ouais, c'est certain. Et puis, c'est pas toujours facile de se mettre en position de « Ah, je fais telle chose moins bien. Mhm. Mais c'est ça qui fait avancer un couple, c'est ça qui nous fait avancer à titre individuel. Ouais. Puis c'est important. Puis aussi, tu sais, reconnaître ses torts. Oui, quelqu'un peut nous engendrer de la violence, mais nous, on devrait pas le faire en retour. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que cette personne t'en fait subir que toi, tu dois lui en faire subir. Ouais. Idée reçue numéro 8, si j'aime beaucoup mon ou ma partenaire, je vais réussir à changer ses comportements violents. Je pense que c'est important d'en parler parce Ouais. que ça, c'est... Bah, c'est un espoir qui est trompeur. Donc, c'est un mythe. Oui. C'est un très gros mythe. C'est Ouais. important qu'on en parle. Mhm. Ouais. Donc, on peut se dire que, ben, par exemple, dans une relation, moi, je suis dans une relation, au début, tout est parfait, ça fait trop plaisir. Tous les débuts de relation, finalement, Exact, ouais. au prime. Exact. Il y a trop des moments de complicité, tu sais, il y a des gestes tendres, il y a des promesses d'amour sincère. Ouais. Puis après ça, ben, petit à petit, il y a des premiers états de colère qui arrivent, il peut y avoir des paroles blessantes qui sont récurrentes, des gestes qui dépassent notre limite. Mhm. Puis après, ben, viennent les excuses, les regrets, les instants doux qui nous font douter. On se dit non, mais c'était juste un accident, c'était juste une fois. Ben, la personne va changer, je le sais. Ouais, c'est un cycle. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de victimes de violences qui l'ont connu. Oui, Et c'est justement ce qui rend la situation plus difficile à reconnaître et à quitter. ben vraiment. Parce que tu es vraiment dans le cycle, ça veut dire que tu es dans une boucle Mhm. qui fait vraiment un rond. Ça se répète, c'est des schémas qui se répètent. Et c'est Ouais. vraiment des choses qui sont connues, qui sont sourcées, documentées. C'est difficile de sortir d'un cercle infini. tu sais. Ah ouais. Ouais, donc la violence dans une relation, ben, elle disparaît pas avec le temps, ni avec plus d'amour ou de patience ou des cadeaux ou je ne sais quoi. Mm. Donc, au contraire, comme on dit, ça suit tout le temps un schéma qui est cyclique, pardon. Donc, les tensions, l'explosion, l'apaisement, et ça recommence. Ouais. Donc, tu sais, il peut y avoir des périodes positives vraiment intenses, Mhm. mais au fur et à mesure que le cycle se construit et se perpétue, ces périodes positives, ils peuvent devenir un petit peu plus rares, alors que ben, la violence, elle peut s'intensifier Mhm. et perdurer. Ouais. Donc c'est essentiel de comprendre que seuls les auteurs de violence ont le pouvoir de changer leur comportement Ouais, et que ce changement, ben, ça n'arrive pas par magie, ouais, ni sous l'effet de l'amour d'un ou d'une partenaire, mais c'est vraiment grâce à une prise de conscience oui. et un engagement personnel, souvent d'ailleurs avec un accompagnement professionnel. Mais je pense que c'est important de dire que comment je peux apporter ça de manière bienveillante. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas envie que ce qu'on dise, ça vise des personnes ou que des personnes se sentent visées. Je pense que l'objectif de développer ce mythe, de déconstruire ce mythe, c'est vraiment de se dire, ben, si moi je me reconnais là-dedans ou je reconnais quelqu'un là-dedans, c'est soit de me poser des questions sur je devrais consulter un ou une professionnelle pour arranger tout ça, ou peut-être proposer à la personne que je connais de consulter un ou une professionnelle. Ouais. C'est vraiment ça l'optique du mythe. Et aimer quelqu'un, ça signifie pas devoir supporter l'inacceptable. C'est ça. Oui, non, c'est vrai. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas accepter les violences. Et c'est Ouais. tout à fait OK. Et Ben, ça devrait être c'est comme legit, ça. là. Mais je comprends que c'est pas toujours facile. Mhm. Ça, c'est normal. Ouais, vraiment. Idée reçue numéro 9. Les enfants ne sont pas affectés par la violence conjugale
lorsqu'ils n'en sont pas directement la cible. Ouais. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent les enfants dans l'histoire de tout ça, tu sais. Ouais. Parce que je pense que maintenant, il y a de plus en plus de gens, par exemple, sur les réseaux qui racontent aussi tu sais, que leurs parents parfois étaient violents, etc. Et être exposé à la violence conjugale, c'est pas seulement être témoin d'une agression, c'est aussi ressentir la peur d'un parent, la perception de la tension permanente dans la maison, subir les conséquences silencieuses de la violence, et ça laisse des traces. Ah oui. Ouais. Donc, selon une étude au Québec, 40% des femmes victimes de violences conjugales déclarent que leurs enfants ont vu ou entendu ces violences, mais les spécialistes estiment que ces chiffres, il est bien en dessous de la réalité. C'est parce que je pense que quand il se passe des choses dans ta maison, là, t'es bien au courant, quoi. Oui, tu sais, je pense qu'on a tous des souvenirs de quand on était enfant, d'espionner nos parents. On est censé dormir, on espionne nos parents. Tu sais, les enfants, ça a des yeux partout, c'est partout, puis ça entend vraiment tout. Puis c'est vraiment, je pense, c'est important de dire que même si l'enfant, il voit pas le type de violence ou la personne mineure ne voit pas la violence directement, ça se ressent. Ouais. Je pense que ça se ressent dans l'environnement familial. Les silences, ça veut dire quelque chose. Ton parent qui a peur, il fait quelque chose, il échappe quelque chose, puis tu ressens la peur que ton parent ressent, mais les enfants, c'est des petites éponges, et que ça ressent tout ça. Donc, c'est quoi, en fait, l'impact sur les enfants? Donc, la loi québécoise, elle est très claire sur ça. Selon un article de la loi de la protection de la jeunesse, un enfant qui est exposé à de la violence conjugale, il ou elle subit une forme de maltraitance psychologique qui peut menacer sa sécurité et son développement. Ouais. Puis c'est des conséquences qui sont lourdes, hein. Oui. C'est vraiment pas à minimiser, encore une fois. Des conséquences lourdes et multiples. Ouais, anxiété, troubles du comportement, faible estime de soi, stress post-traumatique, difficultés scolaires, problèmes relationnels. Et ces impacts, ils disparaissent pas avec l'enfance, hein. L'enfant, il grandit avec tout ça, c'est son bagage. Ouais. Et même une fois adulte, les personnes qui ont grandi dans un climat de violence conjugale, elles ressentent encore des séquelles. Ouais, c'est comme l'idée de dire tant qu'ils sont pas frappés, ça les affecte pas. C'est complètement erroné, c'est complètement faux. Ça invisibilise vraiment la douleur que ces personnes-là peuvent ressentir. Puis comme tu le disais, les enfants, ils perçoivent beaucoup plus de choses qu'on le pense. En vrai, ils sont partout. C'est des petits fouineux. Je sais pas si ça se dit, ça. Oui, ça se dit. Non, mais oui, quand t'es enfant, moi, j'espionnais toujours mes parents. Genre, what the fuck? Mais non, mais t'es censé dormir, tu dors pas. Ouais, j'avoue. C'est vrai que t'es censé faire plein de trucs. Tu fais... T'essayes toujours ce qu'on te demande de faire. Je pense que c'est juste normal. Ouais, c'est comme ne pas aller fouiller dans les cadeaux pour le Père Noël, en tout cas. Exact, c'est ça. Bon, Et le bien-être des enfants, ils peuvent pas être dissociés de l'environnement dans lequel ils grandissent. Tu vois, tu grandis dans un environnement violent, tu grandis dans un environnement violent. Oui, puis comme tu dis, c'est comme ça reste dans son bagage. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent jeter à la poubelle. Ouais, c'est ça. C'est comme si dans leur sac à dos, il y avait des briques avec toutes les violences que leurs parents subissent entre eux. Puis eux, ces enfants-là, ils les traînent dans leur sac à dos toute leur vie. C'est ça. Ouais. Mais c'est comme, tu sais, les parents alcooliques... qui cachent leur consommation ou qui consomment genre plus tard quand l'enfant dort. Ouais. Tu vois, ça se ressent. Puis j'avais vu un TikTok d'une meuf, on dirait TikTok, c'est ma... C'est la ref. C'est ça, c'est ma ref. Qui découvrait les canettes cachées de sa daronne dans toute la maison et tout. Et en vrai, même ça laisse des traumatismes de zinzin, quoi. Ouais, mais je pense que c'est parce que des fois, les traumatismes, genre, t'as pas l'impression que c'est un traumatisme quand tu le vis, dans ta vie d'adulte ou d'adolescent. Et t'en parles à quelqu'un d'autre, il te dit... c'est peut-être pas normal. Ouais. Mais je pense que c'est ça, puis c'est à ce moment-là que tu te rends compte, tu te dis, moi, my God, ça vient de où, ce que je vis? Mais c'est pas tout le monde aussi qui se remet en question, parce que tu peux être une personne qui se remet en question, qui réfléchit beaucoup sur ses comportements, d'où est-ce que ça vient, est-ce que ça provient de mes parents, nanana. Mais il y en a qui réfléchissent pas et puis qui ont des conséquences réelles, et puis c'est très malheureux. Donc, on avait parlé des ressources pour si vous avez besoin d'aide pour dire non. Tout est en description. Donc, c'est comment dire non à une relation sexuelle et ça devient de questions sexualité, ou pour mieux gérer les désaccords dans le couple. Il y a aussi le lien qui est disponible. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit en France ou au Québec, il y a des numéros et des sites qui sont disponibles. Et également, il y aura toutes les sources qui seront en description. Ouais, donc merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de voir d'autres sujets ou qu'on traite des idées reçues.
Mais surtout, si par exemple, ça évoque d'autres choses qu'on n'a pas évoquées, ce Mhm. podcast-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous auriez voulu qu'on aborde? Laissez ça en commentaire, on en discutera, on pourra répondre dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Ouais. Et de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines pour traiter des idées reçues sur les autres formes de violence. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Des bisous. Bisous!